Bonjour, ici Micheline Bush, à la librairie de Verdun. Je suis à la rencontre d'une auteure que je ne connaissais pas et qui a eu le bonheur de communiquer avec moi, une madame qui s'appelle Nicole Labbé. Bonjour Nicole. Bonjour, ça me fait grand plaisir. Good. Alors Nicole, elle vient tout de suite, là, c'est tout neuf, c'est tout chaud. Ça s'appelle « Comment survivre à une réorganisation au travail ». Donc on va vous présenter ce livre-là. C'est publié aux éditions du Carré, éditions au Carré, excuse-moi. Alors Nicole, avant de parler de ton livre, j'aimerais ça qu'on parle de toi. Alors dis-nous un petit peu, qui es-tu et que fais-tu? Eh bien, écoutez, je suis nouvellement auteure. OK. J'ai eu une carrière extraordinaire comme gestionnaire pendant plusieurs années. Et puis, à la fin de ma carrière, au moment où j'ai pris ma retraite, et puis c'est un projet que j'avais en tête, en fait, mon plan B au cas où je perdrais mon emploi, je m'étais dit, mais je vais écrire un livre portant sur les réorganisations au travail afin d'apprendre un peu plus sur qu'est-ce qu'il y en est. Moi, j'en ai vécu plusieurs de mon côté en tant que gestionnaire, en tant que survivant, en tant que gestionnaire d'une équipe de survivants. Et puis, j'ai vraiment voulu approfondir le sujet. Je me disais, je pense que les gens ont besoin, moi, j'avais besoin d'aide de mon côté pour en apprendre plus. Et puis, au fur et à mesure, quand je rencontrais les gens, je leur parlais de mon projet d'écriture, bien, les gens me disaient, écoutez, on a besoin d'un livre à ce sujet-là parce qu'on se sent un peu désemparé devant la multitude de réorganisations au travail et puis nous, comment on se sent dans tout cet environnement. Moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de découvrir ton livre, justement, parce que tu n'es pas une professionnelle, entre guillemets, de la gestion de changement, mais elle parle de son expérience, de ses observations, que tu as nourries en faisant énormément de recherches, de lectures. Donc, le livre vient avec toute une bibliographie. Alors, tu as vraiment plongé là-dedans. À quelque part, c'est un sujet qui te tenait vraiment à cœur. Et je trouve ça intéressant d'offrir aux gens un livre qui vient vraiment d'une personne qui les a vécus, combien? 7, tu disais? 7 en 15 ans. 7 en 15 ans, donc du brassage de chaises, puis des gens qui perdent leur emploi, puis des nouveaux patrons, puis des nouvelles orientations, ça te connaît. Ton livre est structuré, c'est pas un gros livre, donc ça se lit très, très bien, c'est très facile à lire. Il y a plein d'exemples, il y a des anecdotes, il y a des histoires, des petits cas que tu nous montres. Voici comme telle personne que tu connaissais probablement, mais c'est de façon anonyme, bien sûr. Donc, explique-nous comment tu as voulu structurer ton livre. Ça a été, écoutez, avant d'écrire la première ligne de mon livre, ça m'a pris des mois de recherche. Oui, sûrement. Au total, je vous dirais que l'expérience de recherche et d'écriture totalise 2 ans. Wow! Fouiller toute la littérature. Au départ, ça a été... moi, j'aime ça. J'ai un côté scientifique de mon côté dans ma formation où j'adore aller au fond des choses, fouiller pour connaître tout ce qui a pu s'écrire. Donc, j'ai fait une revue de la littérature complète en anglais et en français, thèse de doctorat, thèse de maîtrise. J'ai lu à peu près tout ce que j'ai pu trouver pour pouvoir avoir une bonne idée sur qu'est-ce qu'il y en est, les changements organisationnels, mais du côté humain. Souvent, les livres sont écrits pour les dirigeants d'entreprise, sur le leadership, face au changement. Moi, de mon côté, j'ai vraiment voulu apporter un aspect différent qui est comment les gens sur le terrain, les gestionnaires de première ligne et les employés vivent ces changements organisationnels. Vivent le fait de perdre des collègues de travail, de se retrouver dans un nouveau poste avec un nouveau patron, des nouveaux collègues. Comment on peut comprendre ce que vivent ces gens-là, puis comment on peut être capable d'apporter des solutions basées sur les recherches qui ont été faites. J'ai été surprise aussi par la quantité de recherches sur le sujet. On parle des survivants, des réorganisations. Justement, on va en revenir sur la notion de survivant parce que je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas moi qui ne connais pas ce domaine d'activité-là. Mais toi, tu as choisi justement d'avoir une séquence dans ton livre où est-ce que tu parles avant même qu'on annonce le changement, donc avant qu'on annonce la réorganisation. Après ça, tu proposes justement, puis là, on va parler plus spécifiquement du survivant tout à l'heure. Donc, les survivants, c'est ceux qui restent. Oui. Alors que d'autres sont partis. Oui. Puis, tu nous parles après ça
comment les chefs d'équipe doivent gérer ces aspects-là, puis comment survivre après, une fois que c'est fait, l'annonce a été faite, les gens ont été congédiés, vous êtes dans une nouvelle chaise avec un nouveau patron, peu importe la situation, comment vivre avec ça? Et dans cette section-là, tu offres quand même des petits outils, des petits conseils très pratico-pratiques pour permettre aux gens justement de s'enrichir de ton expérience, de ta recherche, pour les aider à... Regarde, on ne meurt pas de ça, entre guillemets, j'espère que je ne dis pas quelque chose. On ne meurt pas de ça, mais c'est très exigeant et c'est très demandant, humainement parlant, pour tout le monde. Les survivants, moi je ne connaissais pas cette expression-là, donc les survivants du travail. Pour moi, un survivant, on entendait ça dans le contexte, j'ai survivant du cancer, j'ai été survivant d'une agression, d'un crime, mais je ne le connaissais pas, faute de connaissances bien sûr, dans le contexte du travail. Et ce que j'ai appris, c'est que ça existe depuis longtemps, cette notion-là. Donc, parle-nous, c'est quoi un survivant, puis quels sont les symptômes, puis qu'est-ce qu'on peut apprendre dans ton livre au sujet du survivant? Bien, la notion de survivant au travail a été documentée, je vous dirais, dans les fins des années 80, années 90. Il y a eu un livre qui a été publié à ce sujet-là. Puis il y a eu des recherches qui ont été faites suite aux grandes réorganisations qu'il y a eu dans ces années-là, où les entreprises, devant la robotique, pouvaient avoir des coupures de 30 % du personnel d'une entreprise, etc. Donc, il y a des chercheurs qui ont travaillé à ce sujet pour définir quels sont les comportements liés au syndrome du survivant. Puis moi, je pourrais vous expliquer le tout rapidement. C'est beaucoup plus que la gestion du changement. C'est beaucoup plus profond et plus sévère que seulement dire, bon, mais écoutez, s'adapter au changement. Ce qu'il faut comprendre d'un survivant, c'est qu'au départ, il y a eu l'incertitude et la peur de perdre son emploi. Oui. Si on dit à quelqu'un du jour au lendemain, écoutez, on a une équipe de 10 personnes, il y en a 2 parmi notre équipe qui vont devoir quitter d'ici 3 mois. On ne sait pas encore qui, mais ça va survenir. Quelle est la réaction humaine de toute personne? C'est affreux. C'est horrible. C'est un stress, c'est de l'incertitude et ce stress-là va générer des comportements différents au travail. Mais on se dit, bien, pourquoi je collaborais avec mon collègue X si lui va avoir l'emploi, puis moi, je vais perdre le mien? De quelle façon? Bon, mais je vais avoir peur de faire des erreurs. On veut sauver sa peau. On veut sauver sa peau. Puis là, on vit le stress qu'on amène dans l'environnement familial. Exactement. Donc, la perte de sommeil, la nervosité, l'anxiété, l'angoisse, la frustration. C'est infini ce que ça peut avoir comme effet. Là. Il vient ensuite le moment où on se retrouve, on dit « Ah! J'ai conservé mon emploi, ce n'est pas moi qui ai perdu mon emploi, donc je deviens maintenant un survivant de cette réorganisation où je me retrouve avec une surcharge de travail parce qu'il faut compenser pour les postes qui ont été coupés. Parfois, un nouveau patron envers qui, peut-être que ce nouveau patron-là, je ne le connais pas. Ouais. Donc, je vais devoir démontrer mes compétences, ma valeur avec un nouveau patron. C'est un peu comme si je repartais à zéro. Haute stress. Encore du stress. Ouais. Et puis des nouveaux collègues de travail, des nouveaux processus, des nouvelles tâches. Ce syndrome du survivant est présent. Les comportements au travail sont là. Ils vont être amplifiés encore plus si jamais le patron, l'employeur, ne réagit pas de façon, je vous dirais, optimale face à la réorganisation. Parce que souvent, les patrons sont débordés. Oui. Ils vont se retrouver avec une surcharge de travail eux aussi, en réunion. Puis ça ne doit pas être le fun pour un patron de congédier quelqu'un. Excuse-moi, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à faire ça. C'est une expérience traumatisante. Horrible. Ça doit être horrible. Si tu affectes une famille... Je l'ai vécu, c'est horrible. On veut le faire de façon la plus humaine possible, mais tout ça, c'est difficile. Parce qu'au travail, c'est une famille. Ben oui. C'est notre deuxième famille. On passe énormément de temps au travail. Oui. Une des choses que ton livre m'a révélé aussi, dont je me méfiais un peu, que tu l'as démontré, c'est que les réorganisations, là, des fois on fait ça là, pour que l'entreprise soit plus rentable, plus profitable, plus performante, mais c'est très rare que ça arrive. Bien écoutez, les réorganisations comme telles, généralement, il y a 3 rationnels, 3 raisons. C'est d'ordre stratégique, ça peut être d'ordre financier ou d'ordre technologique. Okay. Oui, technologique. Maintenant,
Les dirigeants d'entreprise vont prendre la décision de faire des réorganisations. Puis c'est de plus en plus fréquent aussi, les réorganisations. Oui. Une étude a démontré dans toutes les entreprises américaines, nord-américaines du Standard & Poor's, qui a démontré que 60% des grandes entreprises ont implanté en fait une réorganisation, ont eu recours à une réorganisation pour toutes sortes de raisons. Au cours des 5 dernières années. Donc, c'est énorme. C'est une réalité quotidienne pour la majorité des employés et des gestionnaires. On est à l'époque maintenant où on s'adapte au changement. C'est plus une question de faire le changement, mais c'est s'adapter au fait qu'on doit constamment changer. Puis dans ça, moi, je ne suis pas contre cet aspect-là, mais ça dépend toujours comment c'est fait. Exactement. Puis dans les réorganisations, pour répondre à ta question, il y a une étude qui a été menée auprès de 1800 chefs d'entreprise qui ont utilisé les réorganisations pour améliorer soit leur situation financière, stratégique ou technologique, qui a démontré que 80% des réorganisations n'atteignent pas les objectifs fixés au départ. Donc, oui, il y a ces volets d'ordre corporatif, stratégique, mais je pense qu'il y a un autre volet qui est souvent ignoré ou laissé pour compte, c'est le volet humain des employés qui subissent les contre-coups des réorganisations, qui, devant cette incertitude et ces changements, vont développer des comportements de survivants qui vont faire en sorte qu'ils ne seront plus... L'engagement, n'auront plus le même niveau d'engagement envers leur emploi. Il y en a qui vont faire du présentéisme. La collaboration va être beaucoup plus difficile avec les collègues. La confiance envers l'employeur, parce qu'on se dit, bon, bien, cette fois-ci, je n'ai pas perdu mon emploi, mais qui sait, peut-être que dans 1 an ou 2 ans, c'est mon nom qui va sortir du chapeau. Exactement. Et puis ça apporte un stress énorme pour les employés. Oui. Puis, en fait, ça atteint la productivité de l'entreprise. Donc, à un moment donné, c'est un cercle vicieux dans lequel on s'engage. Donnons maintenant des petits conseils, parce que tu en as dans ton livre des petits conseils. À la fin, la dernière section, on porte beaucoup sur des choses que le survivant, tu vois, la boîte à outils du survivant. Puis, tu as aussi, t'as pas une boîte aussi pour le gestionnaire, je pense. Oui. Donc, on y va. As-tu besoin de faire 2-3 petits conseils pour ceux qui sont dans une situation de survivance? Voici quelques petits conseils qu'on va leur donner. Au départ, je pense que ça va être important de pouvoir trouver des outils pour gérer le stress, développer la résilience. Mais ce que j'ai appris des nombreux témoignages que j'ai reçus, qui m'ont aidé dans l'écriture du livre, c'est que la situation de tout employé ou gestionnaire aujourd'hui a évolué. Autrefois, où c'était l'employeur qui s'assurait le développement de l'employé, qui s'assurait d'avoir un emploi à vie, c'est terminé cette époque. D'où l'importance pour chaque employé ou gestionnaire de devenir l'artisan de son propre développement. L'artisan pour développer ses propres compétences, devenir employé entrepreneur. Pour être en mesure de discuter dans les trucs, discuter de ce qu'on appelle les attentes mutuelles avec son employeur, son patron. Qu'est-ce qu'on s'attend de moi? Qu'est-ce que lui s'attend de moi? Dans un contexte pour développer la valeur marchande et le niveau d'employabilité de l'employé, pour qu'il puisse prendre confiance en lui-même, développer des nouvelles compétences et puis se trouver beaucoup mieux équipé quand une prochaine réorganisation va survenir, mais en même temps, surtout pour retrouver une satisfaction personnelle au travail. Le fait de se retrouver, moi je pense que l'employé aujourd'hui ne devrait plus être une victime passive des réorganisations. Il devrait plutôt dire, bon bien écoutez, comment moi je peux faire pour retrouver une satisfaction au travail? Comment je peux discuter avec mon patron des attentes mutuelles? Qu'est-ce que je voudrais améliorer comme compétence? Pas nécessairement pour obtenir une promotion, ne serait-ce que pour être heureux dans ce que je fais au travail, au jour le jour. Finalement, ce que j'entends en t'écoutant, c'est de rendre plus autonomes les employés et plus responsables de leur destin.
Donc, devenir maître de leur destin par l'autonomie. Donc, la prise en charge personnelle de « moi, je veux me développer de cette façon, voici les outils que j'ai besoin, voici les formations que j'ai besoin de suivre, voici les sujets d'intérêt que j'ai besoin. » Et de lire. Hein? On va leur donner ça comme travail. Et puis, pour terminer, quand tu regardais par rapport aux gestionnaires, c'est drôle, si je revenais gestionnaire d'une équipe demain matin, je m'assurerais de lire le livre et de suggérer à mes employés de lire ce livre-là pour pouvoir organiser un atelier tous ensemble et discuter juste, reconnaître le syndrome du survivant, reconnaître les comportements du syndrome du survivant, discuter du contrat psychologique entre le patron et l'employé, discuter de la collaboration efficace. Donc, je pense que c'est un outil qui pourrait aider autant le gestionnaire que l'employé à avoir un meilleur esprit d'équipe et puis des gens heureux au travail. Exactement. Très, très bonne mission. Alors, pour conclure, ce que moi, j'aimerais faire, Nicole, j'aimerais quand même prendre quelques minutes pour parler de ton parcours d'auteur. Oui. OK? Beaucoup de gens m'en parlent. Je suis sollicitée aussi parce que moi, je n'accompagne pas les auteurs dans la rédaction de leurs livres. Et il y a différentes façons de le faire. Il y a l'autopublication, bien sûr, mais toi, tu as choisi de travailler avec une maison d'édition. Si tu peux nous parler un petit peu de ton expérience. Je sais que tu as travaillé pendant presque 2 ans sur ce projet-là, mais finalement, c'est une maison d'édition québécoise qui l'a pris, puis ils l'ont pris rapidement aussi. Donc, peut-être nous relayer ton expérience d'auteur à ce niveau. Bien, mon expérience d'auteur à ce niveau, avant de soumettre mon manuscrit à une maison d'édition, je l'ai fait reviser par 12 personnes. Wow! Des gens des ressources humaines, des gens de gestion de changement, des survivants, des gestionnaires, des employés, différentes personnes qui m'ont donné leurs commentaires avec lesquels j'ai pu enrichir l'expérience du livre. Ça, c'est sans compter aussi les nombreux témoignages. Je pense que j'ai interviewé d'une 50aine de personnes pour apporter du vécu dans le livre. Maintenant, une fois que le manuscrit a été terminé, j'ai fait une recherche au niveau des différentes maisons d'édition pour connaître une maison d'édition qui a une mission qui était en ligne, en fait, avec le sujet de mon livre. J'ai identifié 3 maisons d'édition auxquelles j'ai envoyé mon manuscrit. Et puis, les éditions Carré, je les remercie, ils m'ont répondu rapidement, me disant qu'ils étaient très intéressés à publier mon livre. J'ai une 2e maison d'édition qui m'est revenue par la suite, quelques mois plus tard, mais bon, j'avais déjà signé un contrat. Mais moi, comme auteur, j'ai appris énormément en travaillant avec les éditions Carré, les Reuseurs. Parce qu'on a beau avoir une bonne plume, un bon français, faire reviser son livre par quelqu'un qui a une maîtrise en littérature, qui est habitué, bien, écoute, ça nous demande une réflexion. Moi, ça a été un apprentissage extraordinaire pour remettre en cause, chacun des paragraphes, les mots choisis, choisir ensuite éviter les répétitions. Donc, pour moi, en termes d'apprentissage de l'écriture, ça a été extraordinaire. J'ai appris énormément. Et puis, je pense que, justement, cette maison d'édition a fait en sorte que le livre se lise encore plus facilement et puis pour l'ensemble des lecteurs. Alors, vous avez compris, un très bon livre si vous vous trouvez dans cette situation comme survivant ou comme responsable d'une équipe. Vous allez découvrir le syndrome du survivant, on va parler du contrat psychologique employeur-employé, le profil d'un bon chef d'équipe dans ce contexte-là, le stress et la résilience, puis évidemment tout ce qui concerne l'environnement de travail, comment améliorer pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. Donc, on te souhaite un bon succès avec ton ouvrage, Nicole. Je pense que ça va toucher une corde parce que beaucoup de gens, on l'a tous vécu, moi-même je l'ai vécu. Alors, ça nous atteint, puis souhaitons que ce livre-là va apporter un bon soutien à tout le monde. Bien, j'espère pouvoir aider les gens. Je me dis une chose, comme j'écrivais dans le livre, si les gens peuvent retenir une seule chose de mon livre, bien, il aura été utile. Excellent. Merci.